Merci beaucoup à vous d'être là ce matin à 11 h parmi nous. Donc je vais aborder la question, il s'agit bien d'une question pour l'instant, d'un féminisme que j'ai nommé un féminisme contrarié chez Alan Capro. Et quand j'ai donné le titre à Laurence et Soledad, je me suis dit qu'il y avait peut-être une dimension provocative dans cette question. Et puis en fait, je me suis dit que c'était bien d'assumer non pas la dimension provocative, excusez-moi, je dompte le micro, mais la dimension sulfureuse de ce féminisme sur la côte ouest dans les années 60, 70, 80, on a traversé ces 3 décennies, et puis auprès d'un homme, Alan Capro, qui n'est pas forcément réputé, en tout cas dans certains récits d'histoire de l'art, pour des convictions engagées vis-à-vis des questions des minorités. Donc il y avait 3 choses qui m'intéressaient autour de ce titre et cette dimension sulfureuse que j'avais envie de discuter avec vous, puisqu'on est dans un séminaire. Donc la dimension aussi question-réponse est très importante à tout moment. La première dimension sulfureuse, c'est l'évocation du féminisme, tout simplement, est toujours une source de débat. Et je voulais vous préciser que dans le contexte d'où je viens, à savoir le contexte français, il y a aujourd'hui une sombre association entre gender studies, théorie du genre et théorie du complot, qui a été lancé par le mouvement d'extrême droite et le mouvement catholique conservateur. Donc il y a vraiment depuis 1 an, depuis la question du mariage homosexuel, une crispation extrêmement forte, une espèce de soupçon qui associerait études du genre et théorie du complot à l'échelle nationale. Donc déjà, c'est important, je crois, de repréciser ce contexte-là. Et puis, la deuxième dimension, c'est la question du féminisme et des hommes. C'est-à-dire que dans les années 70 et encore aujourd'hui, il y avait un mouvement séparatiste qui considérait que dans les groupes de parole, les hommes n'avaient pas forcément leur place. Et aujourd'hui, par exemple, on a une très belle re-performance des archives des années 70, des groupes de consciousness rising, des groupes de prise de parole des hommes en Californie, faites par Andrea Fraser. Je ne sais pas si vous connaissez cette performance qui s'appelle Men Online, où en fait Andrea Fraser rejoue comme une espèce de ventriloquie, comme une espèce d'incantation, d'incarnation, tous les échanges de ces 4 hommes qui étaient pour la plupart des collègues de Myriam Shapiro et de Judy Chicago et d'Alan Capro, c'est pas un hasard, et qui se préparaient à la révolution féministe, c'est-à-dire qu'ils avaient une conception du futur qui allait être complètement un changement de paradigme, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le monde allait devenir féministe. Donc il fallait se préparer à cet avènement-là, et comment on pouvait entre hommes discuter d'un nouvel ère, d'un futur proche féministe. Et puis évidemment, toutes les questions que ça pose, c'est-à-dire comment être un homme féministe, mais aussi est-ce qu'on peut sortir, et comment on peut sortir, ça c'est une question qui est très importante pour moi, le féminisme de sa dimension sexuée, genrée et sexuelle. C'est-à-dire que c'est une question qui se pose pour tous, quel qu'il soit. La 3e dimension de le 3e caractère de cette aura volontairement sulfureuse dans ce titre, c'est évidemment Alan Capro. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma thèse sur la Women's House, les affinités entre Alan Capro et les performeuses féministes de la Californie étaient, je le disais hier, des notes de bas de page. Donc c'était une espèce de texte inframince, comme ça, une espèce de message quasi subliminal qui parcourait ma documentation. Et donc, pendant des années, je n'ai absolument pas prêté attention à cette question-là, parce qu'elle était inconcevable pour moi. Elle était inconcevable, pourquoi ? Parce que dans les cours d'histoire de l'art, on m'avait toujours présenté
Alan Capro comme le fils spirituel de Duchamp, Marcel Duchamp et John Cage. Et évidemment, chez John Cage, vous vous souvenez tous, il y a cette phrase qui, moi, m'a toujours choquée, c'est « Pourquoi changer le monde? Rien ne peut être plus pire, ou rien n'est plus pire que changer le monde. » Évidemment, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours à la fois questionnée, mais aussi, même si j'aimais beaucoup Cage quand j'étais plus jeune, quand j'avais 25 ans, il y a une quinzaine d'années, donc, c'est toujours quelque chose qui m'a tenue à distance du travail de John Cage, parce que je me suis toujours demandé comment, en tant qu'homosexuel, vivant avec Merce Cunningham, il pouvait dire cette phrase tout en commentant les actions des féministes, des pacifistes, des chicanos, des homosexuels, et de les analyser, de les voir comme des prises de pouvoir, comme une manifestation dogmatique. C'est de là que vient cette phrase, pourquoi changer le monde? Rien ne peut être plus pire. Donc évidemment, je n'étais pas très favorable dans ma tête, vraiment prête à cette rencontre qu'on pourrait qualifier de troisième type. Et pourtant, la discussion qui a eu lieu entre trois personnes, je vais vous montrer ces trois personnes, qui sont Suzanne Lacy. Donc Suzanne Lacy est une personnalité même très importante pour la côte ouest, pour la scène de Los Angeles. C'est vraiment une femme qui a travaillé sur la dimension collaborative de la performance et la dimension collaborative à l'échelle de la ville, notamment avec une pièce qui s'appelait Morning in Rage, qui a été très importante pour Capro parce que effectivement c'était le rapport d'échelle qui l'impressionnait beaucoup, c'est-à-dire comment on génère une collaboration avec les différents organes d'une ville et pas seulement entre des personnes. Donc de cette admiration est née la volonté de faire un livre qui n'a jamais vu le jour et qui a donné lieu à des entretiens entre 1972 et 1992. C'est-à-dire pendant 10 ans, il y a eu des échanges assez denses sur cette question de qu'est-ce que c'est que le politique, qu'est-ce que c'était que cette volonté de changer le monde à la fin des années 60 et comment ça se transforme au début des années 80 avec le backlash conservateur et le gouvernement Reagan. Donc on traverse comme ça toute une décennie et qui est une régression par rapport aux apports des mouvements d'émancipation des années 60. Et puis vous avez là c'est encore Alan Capro et Suzanne Lacy. Et puis vous avez une troisième personne qui va être très importante, c'est Mara Ruff. Alors Mara Ruff, elle est peut-être moins connue ici. C'est quelqu'un qui faisait sa thèse à l'époque à Berkeley, et elle faisait sa thèse sur Duchamp et l'Amérique. Et donc elle a mené en 72 un premier entretien dont je vais vous lire des extraits sur la relation entre Alan Capro et Marcel Duchamp. Vous allez voir, elle est assez déterminante, curieusement, pour ce qui va être notre sujet, c'est-à-dire la question du féminisme et la question des identités subjectives, du rapport à effectivement une espèce de souci de soi, dirait Michel Foucault. Alors là, on voit Mara Ruff dans les années 70 à Santa Cruz, et Mara Ruff a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle The Amazing Decade Women in Performance Art in America, 1980, sorry. Et du coup, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande encore aujourd'hui pour saisir l'incandescence, parce que je crois que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et parfois c'est ce dont il nous manque l'énergie, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais en tout cas en France, cette espèce d'effervescence d'être ensemble et de faire des choses dans la gratuité tout simplement. Et du coup, peut-être, je vais vous lire un extrait de la manière dont elle positionne les scènes performatives entre New York et Los Angeles. Parce que le rapport de Capro au féminisme, c'est aussi ce basculement dans sa vie,
c'est-à-dire qu'il va passer de la côte est à la côte ouest, ce qui n'est pas du tout insignifiant. Et puis il va y avoir un autre basculement qui va être la lente transition entre les happenings et les activities. Donc on va aborder aussi toutes ces questions-là et on va voir comment le féminisme, finalement, est une clé de voûte dans ces questions de bascule. Alors voilà comment elle perçoit en 1983 la différence de scène. Et moi qui m'intéresse toujours à ces deux scènes, je trouve que c'est assez encore d'actualité. Donc je la cite: dans ces années, la performance sur la côte Est était hautement influencée et mixée avec les expérimentations contemporaines en danse, musique, poésie et théâtre. La performance de la côte Ouest répondait plus directement et fortement à deux influences majeures en dehors des arts: les principes visionnaires, poétiques et anarchistes de la décennie elle-même, et aux prémices visionnaires et poétiques égalitaires, mais moins anarchistes, des prémices du mouvement des femmes. Donc c'est vraiment dans ce contexte, à Pasadena, qu'en 1972, Mara Roth et Alan Capro vont effectivement discuter de cette influence de l'avant-garde européenne dans le travail d'Alan Capro. Alors, si on ne connaît pas bien la scène de L.A., il faut se rappeler qu'en 1963, au Pasadena Museum, a lieu la première grande exposition monographique de Marcel Duchamp. Donc c'est vraiment une ville pionnière, puisque sera suivie fin des années 70, fin des années 60, début des années 70, une autre première exposition qui est la première exposition des Brio Box d'Andy Warhol. Et c'est donc la personne Walter Gropius qui dirige par ailleurs la Ferguson Gallery, qui par ailleurs est le relais de la Cool School, donc je vous encourage à regarder le travail qui est aussi très important pour la scène de L.A., qui va effectivement faire cette espèce de caisse de résonance des prémices d'un art qui va être très important pour la suite de l'histoire de l'art. Et j'ai volontairement remis cette photographie où Marcel Duchamp joue aux échecs avec Eve Babitz, parce que pendant longtemps, Eve Babitz m'est apparue comme un objet du désir, une espèce de corps comme ça, objectivant. Mais en fait, j'ai découvert assez récemment, peut-être que vous le saviez tous, mais moi je l'ai découvert assez récemment, que Eve Babitz, en fait, était une auteure à part entière, c'est quelqu'un qui écrivait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'autofiction, et qu'elle avait un rapport très libre à son corps, c'est-à-dire qu'elle a été l'amante de Ed Ruscha, de Jim Morrison, et que les amours libres faisaient partie de sa vie de femme et de sa vie politique. Donc c'était déjà une féministe. Et puis ensuite, c'est très intéressant de voir son parcours parce qu'elle a été chanteuse dans les groupes de punk de filles dans les années 80 à Londres. Donc c'est toujours intéressant aussi de gratter dans les archives ce qui ne nous est pas dit et ce qui est effectivement, ce qui n'est pas dit, ce qui est invisible. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par la lecture de ces extraits entre Mara Roth, je vais essayer de rendre ça vivant, et Alan Capro. Premier extrait. J'étais admiratif de la façon dont sa vie était assez libre. Il ne représentait pas ou ne vivait pas comme un artiste mourant de faim. Il n'était pas intéressé par la représentation de l'artiste martyr. Là, ça pour moi c'est très important, par exemple, ce qui est en train d'être dit, parce que cette déconstruction de l'image de l'artiste mourant de faim, l'artiste maudit, le génie artistique, c'est quelque chose sur lequel les féministes travaillent beaucoup dès le début des années 70, notamment avec Linda Nochlin, qui écrit cet article fondateur pour le mouvement de l'histoire féministe, de l'histoire de l'art à travers une pensée féministe plutôt. Et cet article s'appelle « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Et puis, vous allez avoir en Angleterre une autre femme très importante, marxiste, lacanienne, brechtienne, féministe, qui s'appelle
Griselda Pollock, que je vous encourage aussi à lire si vous vous intéressez à ces questions-là, et qui envisage dans son travail, dans sa méthodologie, de déconstruire le canon historique, de poser la question du canon historique, c'est-à-dire la construction de l'histoire en termes de récit, et comment le récit est effectivement une source de fiction ou d'énoncés performatifs qui font advenir une certaine réalité. Par exemple, cette construction du génie artistique fait advenir dans la réalité des artistes qui s'identifient à cette identité-là du soi artistique. Donc on voit en fait que tout en s'intéressant à Duchamp, et là ce qui est très intéressant quand on lit cet article, cet entretien entre Mar Ruff et Alain Capreau, c'est qu'à aucun moment Alain Capreau ne parle du travail de Marcel Duchamp, il ne parle que de Duchamp comme quelqu'un qui a réussi à construire un rapport à la vie en tant qu'artiste, c'est-à-dire à construire une identité d'artiste, et que c'est ce travail-là qui intéresse Alain Capreau. Et ensuite, effectivement, dans cet intérêt pour une performativité de soi, en fait, pour une espèce de, encore souci de soi, nous dirait Michel Foucault, ou une herméneutique de soi, c'est-à-dire comment on donne une forme, une pratique, une ascèse à ce qu'on a envie d'être, pour le résumer assez rapidement, eh bien, effectivement, ça correspond dans l'esprit, dans le questionnement, avec ce qui se passe au début des années féministes, ou en tout cas de la pensée féministe émergente. Le deuxième extrait que je veux vous lire, et qui est à mon avis fondateur aussi dans cette espèce de contexte qui crée des liens entre Capreau et les féministes, c'est, vous allez voir, sur la dimension de l'un-artiste, cette conception qu'il a inventée, l'un-artiste. Duchamp était un impuriste, et avec les ready-made, l'introduction d'articles issus de production de masse de valeur et de valeurs culturelles basses, comme un peigne ou un urinoir, a dû apparaître comme une insulte. Alors que notre goût, à la fin des années 50, avait accepté l'art réalisé à partir de moyens combinés. Et c'était un tournant de l'histoire auquel Duchamp devait faire face. Et je me souviens très bien que Georges Brecht, Bob Waters et moi-même étions ébahis par l'effet libératoire de douter de l'entière idée de l'art. Ça, c'est très important, douter de l'entière idée de l'art. Peut-être que c'est quelque chose qui nous rassemble d'ailleurs ici. Duchamp était pour nous le prototype de l'un-artiste. Donc ça, c'est très intéressant parce que on voit que Alain Capreau est en train de créer une espèce de conceptualise en fait quelque chose à partir de son observation de cette relation qu'il établit avec Duchamp, qui est une relation assez distante. L'autre chose qui m'intéresse, c'est que cette question de l'ontologie, qu'est-ce que l'art, finalement, cette idée que Duchamp introduirait dans le contexte américain, la possibilité de douter de qu'est-ce qu'on fait là, finalement, avec l'art, mais qu'est-ce qu'on fait là avec l'art, eh bien, va ouvrir la porte au pop art, mais aussi à l'avènement des nouveaux médiums que sont la performance et la vidéo d'artistes, qui vont être des médiums utilisés beaucoup, pratiqués beaucoup par les artistes féministes. Donc, encore une fois, voilà, il y a un passage qui s'opère, et peut-être pour rendre plus palpable ce passage, que je ne vais pas développer là, mais que j'esquisse avec vous aujourd'hui, je vous encourage à lire les magnifiques textes de Lucie Lippard, qui a commencé par faire un très bel ouvrage sur le pop art à une époque où personne n'écrivait sur le pop art, qui a ensuite fait ce recueil de textes sur Fixtures, the Dematerialization of the Art Object, qui est très important pour penser toute la période minimaliste et conceptualiste, et puis évidemment tous les essais qu'elle a produits sur l'art féministe. Et encore une autre recommandation que je peux vous faire aujourd'hui dans le séminaire, c'est l'article de l'historienne de l'art Jenny Sorkin, qui a fait un très beau texte dans l'ouvrage de Cornelia Butler, Lucy Lippard, From Minimalism
from conceptualism, to feminism. Donc ça, je pense que ce sont des lectures qui peuvent vraiment nourrir ce passage-là. Troisième extrait. Voilà comment je le nomme aujourd'hui, maintenant, en 1973. Donc ça, c'est Alan Capro qui parle de Duchamp toujours. Je m'invente mon Marcel Duchamp. C'est ma fiction. Après tout, si Duchamp nous intéresse, on a tous notre propre fiction de Marcel Duchamp. Après tout, il n'a laissé aucun doute sur le fait que l'art était la fiction des esprits, individuels et collectifs. Alors ça c'est intéressant parce que quand on lit, il y a un débat entre la jeune doctorante en histoire de l'art, qui est Mara Roth, et qui lui dit mais comment ça, un artiste, vous ne pouvez pas dire ça de Marcel Duchamp, c'est une invention. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'elle est une jeune historienne de l'art, et puis il y a la parole de l'artiste, qui est la parole de la personne qui s'approprie les choses, et qui voit les choses comme il a envie de les voir, comme il a envie de les interpréter, et puis un point c'est tout. Mais cette question de la fiction sur Marcel Duchamp, elle est très intéressante. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur cette idée, il y a eu un ouvrage d'Amelia Jones, historienne de l'art et de la performance féministe, qui a fait tout un travail sur Marcel Duchamp comme performeur, et comme performeur qui déconstruisait à la fois les identités masculines et les identités féminines. Donc, je vous renvoie à son ouvrage Postmodernism and the Engendering of Marcel Duchamp. Et puis, quatrième extrait, je crois que c'est le dernier extrait de cet entretien, où il dit aussi cette très belle chose qui, je crois, est encore très importante pour ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et il dit « Être un artiste est une sorte de gratuité ». Hein, on en parlait tout à l'heure. Être un artiste est une sorte de gratuité. En d'autres mots, l'art n'est pas nécessaire de valeur ouvrée dans le sens où la religion est supposée l'être. L'art peut être utile dans des façons, des usages encore inexploités qui sont loin d'un héroïsme. Alors ça, c'est très important pour ce dont on va parler, parce qu'effectivement, une des plateformes qui va activer à la fois cette question de l'homme artiste et de la gratuité du geste de l'artiste, c'est la pédagogie. Et vous allez voir que la pédagogie, c'est-à-dire c'est pas la pédagogie de l'art, c'est comment la pédagogie devient art. C'est très différent cette distinction-là. Hein, c'est comment l'art s'approprie la pédagogie pour justement se distinguer dans certains enseignements de l'art. Donc c'est comment, en fait, la pédagogie, en tant qu'art, devient une matrice pour la vision qu'il a de l'homme artiste. Et l'homme artiste, c'est quoi finalement? En tout cas, d'après ce qu'on vient de lire ici, c'est une nouvelle identité d'artiste, ou peut-être même une non-identité d'artiste, une un-identité d'artiste. Et en ça, là c'est moi qui interprète en tant que philosophe, mais en ça, il me semble que c'est très proche de la vision, de la dernière vision politique de Michel Foucault, qui était le souci de soi, hein, les technologies de soi, l'herméneutique de la subjectivité, c'est-à-dire comment justement mettre à distance la grande idée de la révolution, la grande idée des changements, la grande réforme comme ça des États, mais passer par une pratique, une ascèse, dit Michel Foucault, une ascèse de soi, hein, et comment dans cette rigueur, dans cette prise de conscience à la fois d'un corps, d'un esprit, il pouvait y avoir une métamorphose, et une métamorphose qui serait une révolution, peut-être plus modeste, mais qui serait une révolution. Et dans ce sens, je comprends mieux aujourd'hui la perspective de jouer de cette discipline qu'était la méditation pour Alan Capro et cette pratique du bouddhisme zen. Je la comprends aujourd'hui comme effectivement cette ascèse de soi, ce souci de soi, pour créer un nouveau soi artiste. Et ça, je crois que
c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les jeunes artistes en ce moment, cette question d'un nouveau soi artiste. Alors évidemment, le projet lié à la pédagogie, il est aussi un projet qui relie les membres de Fluxus et qui est en lien avec John Cage. Et ça, c'est Jeff Kelly qui nous le rappelle dans son ouvrage Child Plays. Capro, Brecht et Watts ont souvent parlé de réformer le système éducatif quand ils allaient ensemble au cours de Cage. Une des implications de l'approche expérimentale de Cage, avec la composition, puis l'enseignement, a été d'induire des expériences pédagogiques depuis des formes de jeux improvisés. Des expériences pédagogiques depuis des formes de jeux improvisés. Un jeu à la place du travail qui était peut-être une meilleure motivation et méthode d'apprentissage. Donc on retient cette question du jeu à la place du travail. Et en même temps, dès 1952, donc au tout début de la carrière d'Alan Capro, il y a déjà une définition de l'enseignement qui est visionnaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important chez Capro, la capacité à se projeter dans un futur. C'est-à-dire comment répondre aux besoins d'un futur proche ou moyen. Et il écrit comme ça, dans une lettre de motivation, pourquoi il a envie de devenir enseignant. Et il écrit comme ça au professeur Van Orpha ses motivations pour enseigner dans une école. Qu'est-ce qui fait qu'il se considérerait comme un bon professeur? Et il dit, mon approche est inclinée vers des perspectives critiques plutôt que strictement historiques. Je suis particulièrement concernée par des questions comme qu'est-ce qui fait que ce travail d'art est un travail d'art? Pourquoi est-ce de l'art? Quelle relation a ce travail avec son époque, socialement et psychologiquement parlant? Et quel est le caractère social de ce travail en relation avec d'autres formes de travaux artistiques? Mon attitude m'amène à partir du travail artistique, d'aller vers le milieu historique, en passant par des questions sur l'art. D'autres préfèrent procéder à l'inverse, de l'histoire vers le travail artistique. Ce n'est pas mon cas. Je trouve que cette question-là, elle est extrêmement aussi sulfureuse parce que, comme le rappelle Jeff Kelly, il y a quelque chose qu'il faut se redire là. C'est que Capro a commencé à devenir artiste, a commencé à s'engager dans une carrière d'artiste en plein macartisme. Et pouvoir avoir même, ne serait-ce qu'une opinion personnelle sur telle action du gouvernement ou sur tel et tel fait social pouvait effectivement vous amener les foudres de guerre qui étaient l'antipatriotisme et le communisme. Donc une des analyses que je trouve assez intéressante là-dessus de Jeff Kelly, c'est de dire que Capro, peut-être que cette dimension apolitique de Capro viendrait de ce contexte du macartisme où il fallait se protéger de toute vision critique sur le monde réel. Et en même temps, quand on lit cet extrait de la lettre de motivation de 1952, on se disait qu'il y avait déjà quand même une volonté de réforme, comme ça, ou en tout cas de rapprocher l'art et la vie. Voilà, donc ça c'était la première partie de ce travail, de ce séminaire aujourd'hui, c'est-à-dire comment, déjà, dans ces entretiens avec des féministes, que sont Mara Roth et Suzanne Lessie, il y a déjà, même si on parle de Marcel Duchamp, même si on parle de John Cage, des points d'achoppement, comme ça, entre le travail en cours d'Alan Capro, la pensée sur son travail, parce que je pense que c'est quelque chose de très important de dire et de lire les écrits aussi d'Alan Capro, et la pensée, le mouvement féministe en cours. Alors là, il y a un glissement qui s'opère, c'est le projet Overways, le projet qui porte, dont l'exposition aujourd'hui porte le titre Overways. Et c'est un projet qui commence dans les années 67, qui s'écrit dans les années 67, donc Capro est encore à New York,
Et il nous dit, le titre de ce projet en cours insinue une approche pluraliste de l'éducation. Aucune façon n'est en soi correcte. Il y a toujours d'autres chemins. Ça, je trouve ça très très beau. Et puis encore, pourquoi le projet Overways est déterminant pour les happenings et pourquoi les happenings sont déterminants pour le projet Overways. Les happenings, dans leur forme authentique, généralement inconnue du public, sont reconnus dans le champ de l'art contemporain et pratiqués autour du monde. Prenant part à la culture contemporaine, ils méritent une place dans l'éducation publique contemporaine, au même titre que la peinture abstraite, la poésie concrète et la musique électronique. Comme un art exclusivement social, les happenings marquent une tendance en expansion dans les arts, loin de la tradition intellectuelle de l'aliénation et vers des relations interpersonnelles. Alors, voilà, cette espèce de comme ça, projet visionnaire, révolutionnaire, sur comment les happenings peuvent réformer l'enseignement de l'art, la pédagogie, et personne ne comprend son projet, en tout cas à New York. Il est refusé dans l'institution de Stony Brook où il enseigne, et pourtant il essaie de faire différentes montures, de récolter des fonds, etc., etc. Mais c'est un projet qui ne prend pas, sauf à Berkeley en 69, où une personnalité assez étrange pour l'environnement de Capro va se manifester et lui dire « Je suis d'accord avec ce projet, collaborons ensemble ». Et cette personne est Herbert Cole. Et Herbert Cole est un marxiste radical qui milite dans les universités de Berkeley, où il veut changer le système éducatif et faire en sorte que la dimension autoritaire, capitalisante du savoir, va devenir une dimension utopique. C'est-à-dire comment renverser l'enseignement, la transmission, dans une forme qui serait une forme utopique. Donc c'est par cet intérêt, finalement, que Capro va descendre vers la côte ouest et qu'il va construire, avec une vraie équipe pédagogique, avec une école, ce projet Overways. Et là, je laisse parler Capro. C'est très intéressant parce qu'il en parle en 1995. Donc le projet est en 69 et il en reparle en 1995 comme quelque chose qui a vraiment marqué sa vie et dont il regrette en 1995 que ça n'ait plus eu lieu dans sa vie, comme quelque chose qui était une espèce d'épiphanie à la fois personnellement, humainement et dans son travail, et qui à un moment donné s'est éteint. À la fin des années 60, le projet d'enseignement expérimental appelé Project Overways a pris place dans le secteur des écoles de Berkeley, en Californie. Herbert Cole et moi-même étions ses organisateurs, aidés par une bourse de la Carnegie Corporation Scholars Program New York. Le projet fonctionnait comme une agence qui rassemblait du personnel administratif, des enseignants et leurs élèves, avec des jeunes poètes, conteurs, des sculpteurs, des architectes, des photographes, des happeners, et même des athlètes qui voyaient leur sport comme un art. Nous étions dans une boutique, avec une devanture non loin du lycée de Berkeley, ce qui nous rendait accessibles aux passants. Mais le plus gros de notre travail s'élargissait aux classes de la ville et à l'environnement de tous les jours. À ce moment-là, Bay Area était la scène d'un bouleversement social massif et les forces armées étaient partout. Durant la seconde moitié de mai 69, il y avait une occupation de la ville par les militaires. Les troupes de la garde nationale avaient été appelées par le gouverneur Reagan pour supprimer les manifestations publiques. C'est important de mentionner cela, parce que nos activités s'adressaient rarement, directement, à ce conflit. Pourtant, elles reflétaient ses paranoïas et ses énergies puissantes, aussi bien que la ferveur utopique présente qui était suscitée. La plupart de nos efforts, en fait, étaient concentrés sur les principes éducatifs de base, comme la lecture, l'écriture, les maths,
Et la communauté éducative et nous-mêmes pensions que les arts pouvaient les promouvoir. Mais personne ne pouvait ignorer les larmes qui coulaient à l'issue des lancers de gaz lacrymogènes. Et nos expérimentations approchaient parfois des frontières sociales. Alors, ça, je trouve ça assez émouvant et puissant, dans le sens où, en fait, cette vision qu'il a pour l'un artiste trouve écho en pleine révolution mai 68, mai 69 à Berkeley, c'est-à-dire là où il y a une très forte intensité, et en même temps, là où Reagan est déjà un acteur, on va dire, du conservatisme, et qu'il va retrouver plus tard dans les années 80, dont il se plaindra longuement, avec Suzanne Leslie, des effets conservateurs sur effectivement l'écologie, le social, mais aussi l'art. Alors peut-être il faut revenir sur cette expérience éducative à Berkeley, parce que c'est assez intéressant de se projeter l'image comme ça de Alan Kapro, éducateur. Et donc, voilà, il a en charge des enfants d'école primaire, qui sont considérés par le système éducatif comme illettrés. Et la plupart de ces enfants illettrés sont des Afro-Américains, des Chicanos et des enfants d'ouvriers. Et donc lui, avec Herbert Cole, décide de s'occuper de ces enfants-là, dont plus personne ne veut, et il va faire un geste incroyable, il va leur donner des appareils photo. Et de la pellicule à profusion, à volonté. Et il va emmener les enfants dans les rues de Berkeley, avec tout le cirque dont on vient de parler, et il les emmène dans la rue photographier ce qu'ils veulent. Ça peut être des graffitis, ça peut être l'armée, ça peut être les manifestants, ce qu'ils veulent, donc une espèce de parcours itinérant comme ça dans Berkeley, et puis reviennent dans la vitrine, et entre parenthèses la question de l'agence d'artistes, et travailler dans une vitrine, c'est des choses qui se sont énormément développées ensuite dans la scène de l'art. Et par exemple, si vous avez l'opportunité d'aller à Los Angeles, il y a énormément de non-profit space, artist-run space, qui sont dans ces boutiques à même les avenues avec les voitures, etc. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une préfiguration de ce que va devenir en quelque sorte une certaine scène de Los Angeles que je dois vous avouer j'apprécie beaucoup. Et donc ils reviennent à la boutique et ils accrochent toutes les photos. Et là, et en plus certaines photos, c'est assez drôle connaissant la pudeur de Kapro, parce qu'il a fait aller les enfants, les jeunes filles, il les a fait aller dans les toilettes des garçons, et elles ont pris en photo les graffitis, et puis les petits garçons sont allés dans les toilettes des filles, puis ils ont pris des photos, et ils se marrent à raconter ça dans le texte, et pour désigner le mot fuck, qui était écrit sur les parois des toilettes, il dit les 4 lettres. Alors ça c'est assez jouissif quand on lit aussi les textes comme ça de Kapro, parce qu'on devine effectivement cette espèce de discrétion et de pudeur sur la question des sexualités. Bref, donc ils agencent toutes ces photos, et Kapro et Herbert Cole réalisent qu'ils arrivent très bien à identifier les lettres fuck, à leur donner une signification, à identifier les noms des leaders du Black Panthers, à identifier les noms des leaders de la révolution en Amérique du Sud, à identifier le nom des gangs qui jouaient un rôle dans la ville de Berkeley. Donc ils se disent, s'ils font ce travail-là, c'est qu'ils ne sont pas illettrés. Donc en fait, il faut partir de leur univers culturel et subjectif, politique, et c'est à partir de ça qu'il faut enseigner. Et en fait, il fait quelque chose que Paulo Freire faisait aussi beaucoup au Brésil, ça s'appelle la pédagogie de l'opprimé, et c'est l'usage de ce qu'il appelle les mots générateurs, c'est-à-dire ne pas projeter une culture et un enseignement à la fois du langage et du visuel qui corrobore ce langage de ce que vous connaissez, mais de partir, de recueillir comme ça les mots qui vont générer chez les opprimés leur langage. Donc il fait exactement
le même processus, et vous verrez que c'est un processus aussi qui est très important dans la pédagogie féministe telle qu'elle est enseignée à CALAS. Donc, encore une fois, une autre pierre d'achoppement, un autre passage possible qui fait que cette rencontre entre Caprol et féministes n'est pas simplement momentanée, n'est pas simplement spontanée, mais on voit bien qu'elle a été construite en souterrain avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 15 ans après, il revient sur ce projet-là et se pose la question du succès. C'est toujours délicat, moi je trouve, en tant qu'artiste, même en tant qu'auteur, de se poser la question de son propre travail en tant que succès. Mais voilà ce qu'il répond. L'expérimentation était-elle un succès? Cela dépend de nos propres critères. Par convention, dans notre culture, quelque chose est de l'art ou quelque chose est autre. Un poème, un coup de fil à un ami. Mais le projet Overways était une tentative de fusionner les arts avec des choses non admises comme art. C'est-à-dire l'enseignement de la culture, de l'écriture, des mathématiques. Et une autre chose qui est très intéressante sur ce projet Overways, c'est la profusion de documents graphiques d'édition, d'édition de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'édition d'artistes, qui ont émané de ce travail. Je vous en montrerai quelques exemples. Voilà. Alors, je suis désolée, il faut un peu se contorsionner parce que le livre est fait justement pour être tourné, les pages sont faites pour être tournées, donc il faut que vous fassiez un effort avec la tête aussi pour tourner. Mais c'était l'idée de travailler sur la classe comme espace et comme espace d'activation. Et donc l'édition, elle permet de rendre compte de ça, c'est-à-dire comment on joue avec les chaises, comment on joue avec le bureau. Et donc en 69, c'est vraiment de son temps, puisque vous savez qu'aux États-Unis, à la même époque, notamment à Berkeley, il y a tout le mouvement qu'on appelle le mouvement du free speech, et qui était une destitution de l'autorité parlante, c'est-à-dire de ce que je fais un peu aujourd'hui, quoi. Et donc, il y avait ces images incroyables, enfin moi que je trouve incroyables, où on voyait tout le monde allongé dans l'amphi, fumant des cigarettes, on ne sait plus très bien qui parle. Et effectivement, il y a une espèce d'écho, de chambre d'écho, entre ce qui se passe avec les actions du free speech, et puis ce qu'on voit aujourd'hui encore dans les éditions du projet Overways. Alors voilà, je fais juste la diffusion. Peut-être je vais vous lire le petit texte qui est écrit en dessous. Teachers are as trapped by having to command as students are trapped by having to obey. The master is enslaved by this power. Teachers need to move away from the front of the classroom and even consider the question, does a classroom have to... Sorry. Does a classroom have to have a front? Est-ce qu'une salle doit avoir un diaporama? C'est plus diaporama. C'est là. Oui. Ok. Bon, est-ce qu'il faut qu'il y ait cette dimension frontale? Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose de très... oui, de vraiment une... je suis perdue là. Bah ouais, mais... Ah, je mets sur pause, ça y est. C'est bon? Ça va pas tourner? Non. Donc il y a vraiment cette idée de réforme, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et à une autre chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui est très importante, c'est que Herbert Cole et Alan Capro vont donner des anciens manuels d'apprentissage de lecture, et ces manuels s'appelaient Dick and Jane, dont on voit une représentation ici. Et c'est une vision complètement blanche, hétérocentrée, normée, comme ça, de l'American Way of Life. Et donc, ils se sont donné un plaisir de les distribuer aux enfants. Les enfants ont fait des coiffures, paraît-il, les plus incroyables, les plus mutantes aux enfants. Ils ont coloré de toutes les couleurs possibles. Et ils ont fait une installation à partir de ce rapport entre texte-image. Hier, Judith surtout a parlé de cette pièce incroyable Words. Et il y a vraiment eu ce travail de fait autour du langage et du montage entre effectivement les mots, le sens des mots et les images. Et donc ça, c'était un travail qui était fait Dick et Jane. Alors moi, si pour répondre à la question du succès, je devais me la poser, je dirais que effectivement ça a eu un effet réel, un impact sur la réalité. Pourquoi ? Parce que les enfants ont été réintégrés dans le cursus scolaire. C'est-à-dire qu'à la fin de cette expérience de Project Overraised, ils savaient lire. Et effectivement, il y a une reconnaissance à l'échelle institutionnelle du monde éducatif, et ces enfants ont retrouvé une place parmi les autres. Mais le projet ne se poursuit pas parce que Herbert Cole et Alan Capro vont se disputer violemment, notamment sur les perspectives politiques et marxistes. Le contexte marxiste et la ferveur marxiste de Herbert Cole va énormément choquer Alan Capro, et donc il va encore migrer plus au sud, à Los Angeles, et va enseigner sur le campus nord de Venezia, donc de 1969 à 1973, et puis au même moment, de 1969 à 1982, il y a une autre pédagogie qui s'appelle la pédagogie du féminisme art programme. Et ça, c'est intéressant parce que ça va créer la rencontre, ça va permettre une mise en présence de ce qui était sous-jacent. Et le point, encore une fois, d'achoppement de cette rencontre va être le consciousness rising, les groupes de conscience. Et c'est intéressant parce que les groupes de conscience, c'est nommé à l'époque par les féministes comme une arme radicale. Donc il y a la dimension de lutte armée dans le groupe de consciousness rising. C'est pas juste évoquer sa subjectivité entre femmes, non, c'est prendre le pouvoir et changer le monde. Vraiment cette dimension de la lutte armée qui est calquée sur les textes de lutte armée du mouvement afro-américain et des Black Panthers. Il y a vraiment un mouvement de translation comme ça entre la lutte armée contre la blanchitude et la lutte armée contre le patriarcat, mais je ne vais pas trop développer ici cette dimension-là, mais il faut l'avoir en tête. Alors, ça se passe de manière assez anecdotique, au départ, c'est pas quelque chose qui s'annonce comme un changement de paradigme comme ça. Et en fait, Capro intervient dans un workshop à CalArts, et Judy Chicago est là, Myriam Shapiro est là, donc les investigatrices du Feminist Art Programme. Et voilà, Capro commence à parler du fait de passer la serpillière, de faire la vaisselle, comme une activité qui pourrait être de l'art. Et là, il ne s'y attend pas du tout, mais il y a d'un seul coup toute la salle du workshop qui commence à le huer, et qui lui explique, pas très gentiment, qu'il a peut-être une vision un peu masculin-genrée des tâches domestiques, et que pour une grande partie des femmes, encore à cette époque-là, c'est des actions d'aliénation, d'isolation, et qu'il faut effectivement les déconstruire, en tout cas déconstruire cette image-là. Et lui, il a un choc. Il a un choc parce qu'effectivement, elles ont raison, et qu'il se rend compte qu'il n'avait jamais vu les choses comme ça dans sa vie jusqu'à présent. Et alors, il dit ça, en 80, il dit ça. En gros, cela m'a conduit à réexaminer ce que je n'avais jamais envisagé comme des rôles sexuels. La question des rôles sexuels lui apparaît là.
la part que je jouais dans ces rôles et comment alors je reliais cette prise de conscience à ma propre vie, mais aussi aux femmes de mon entourage. Et à travers ce type de changement, le plus souvent aussi lent que douloureux, les performances que j'ai faites par la suite se sont remarquablement transformées. Donc ça veut dire que la prise de conscience personnelle est devenue une prise de conscience en termes d'expérimentation. Hein, ce n'est pas deux choses distinctes, mais c'est une chose qui en amène une autre. Hein, c'est parce qu'à un moment donné, son rapport au réel s'est modifié lié à un événement, qu'ensuite ça va se distiller comme ça, progressivement dans son travail. Et je pense que ça a pris vraiment du temps, enfin, en tout cas c'est une hypothèse encore, mais je pense que voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui, de manière sous-jacente, un peu diffuse, un peu tentaculaire comme ça, s'est développé dans son travail. Alors peut-être il faut revenir un petit peu sur le consciousness rising, parce que c'est pas... voilà, ça c'est encore les visuels de Overways. Ça c'est très intéressant, je reviens à Overways. Black Papers on Black Education. Hier, avec Laurence Rassel, Soledad et Judith, on discutait de la représentativité des participants afro-américains dans les activities ou les happenings d'Alan Capro. Et là, on voit, pareil, dès 69, l'intérêt pour Capro de la question des minorités et de la question des afro-américains comme minorité dans cette question de l'enseignement. Donc c'est tout un ouvrage qui, encore une fois, est très bien foutu graphiquement, hein, parce que ça, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est l'intérêt pour les éditions chez Alan Capro, qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui chez les jeunes artistes, hein, cette idée de faire des maisons d'édition, de faire ses propres éditions d'artistes, etc. Voilà. Et Mike Spino, qui est donc un des athlètes qui intervenait dans le programme Project Overways, qui a fait aussi une édition sur le sport comme là. Voilà, donc ça c'est la Women House, ça c'est une des pièces phares de Myriam Shapiro, donc une des cofondatrices de la Women House. Ça c'est une pièce c'est une lithographie de Judy Chicago qui s'appelle Red Flag. Et donc, évidemment, on entend la dimension révolutionnaire, marxiste, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tampon sort de son sexe, il ne rentre pas dans son sexe. Et en même temps, c'est aussi l'idée d'un ajout de sexe, hein, d'avoir une présence phallique, comme ça. Donc derrière peut-être qui peut apparaître comme une littéralité d'un geste féministe, je trouve qu'il y a un complexe, un ensemble assez complexe de représentation de ce qui se passait à ce moment-là. Donc voilà, on arrive à ce dont je voulais vous parler juste avant, c'est-à-dire cette émergence du consciousness rising pour essayer de comprendre pourquoi ça révolutionne aussi les esprits et pourquoi Alan Capro y est sensible. Donc c'est quelque chose qui arrive, le mot arrive en 67, par une femme dont on entend très peu parler aujourd'hui qui s'appelle Cathy Shine, et ça a lieu dans un congrès féministe à Chicago qui s'appelle Radical Feminist Consciousness Rising. Et c'est là qu'est annoncée l'idée de l'arme, du Consciousness Rising comme arme. Pourquoi ? Parce que c'est légitimer tout simplement le fait que des femmes puissent se réunir pour parler politiquement. Quelque chose qui nous paraît aujourd'hui quand même normal, hein, mais dont il fallait à l'époque défendre l'intérêt, et pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et la légitimité politique. À tel point, si vous voulez, pour reprendre cette idée du contexte, qu'en 70, quand Judy Chicago, Myriam Shapiro et leurs étudiantes cherchent un studio
de travail, un atelier de travail en dehors de l'université, parce qu'elles veulent être à la marge de CalArts comme institution d'art, leur est refusé chaque demande d'obtenir un atelier. Et on leur dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des réunions de tupperware, vous allez faire de la broderie, vous n'allez pas travailler. Et je dis, Chicago explique très bien qu'à cette époque-là, le fait d'être une bande de filles, d'être un groupe de filles, annihilait tout de suite la représentation que vous alliez être des professionnels, que vous alliez être des artistes, que vous alliez travailler. Tout de suite, c'était dénigré et mis dans le champ du divertissement, de l'annexe, du domestique. Donc, par cette non-crédibilité qu'on leur accorde, elles décident d'investir une maison abandonnée qu'elles nommeront ensuite la Women House. Mais attention, la Women House n'est pas un choix premier, c'est un choix par dépit, parce que, effectivement, elles ont eu une expérience de déni. On n'aura pas accordé le statut de femme artiste. Et c'est sur quoi, effectivement, Judy Chicago travaillait. Donc, on comprend bien qu'en 1967, l'idée de légitimer le groupe de parole de femmes est extrêmement nécessaire. C'est pas quelque chose de superflu. Et plus que la chambre à soie de Virginia Woolf, parce qu'on a beaucoup parlé à ce moment-là de créer sa chambre à soie, etc., il me semble qu'il faut un peu se méfier aujourd'hui de cette idée-là et parler de free space, d'espace libre. Qu'est-ce que c'est que construire un espace libre? Et ça, c'est une femme qui s'appelle Pamela Allen, qui est une femme de San Francisco, qui va écrire un manifeste, Free Space, une espèce de logiciel libre du free space. Comment construire votre propre free space? Et free space va devenir, vous pouvez la trouver facilement sur Amazon, sur Internet, et c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les jeunes commissaires en ce moment, cette question du free space, comment concevoir l'espace d'exposition autour du free space comme une stratégie dans l'art. Et du coup, elle donne quelques clés comme ça. C'est une espèce de notice, comment construire sa cabane free space. Et elle dit un truc vachement important. Elle dit que le free space, c'est pour rendre compte de soi devant les autres. Rendre compte de soi devant les autres. C'est-à-dire légitimer le récit de soi devant les autres. Pas le récit de soi tout seul, pas le soliloque, pas le monologue. Non, comment les autres sont une écoute bienveillante. Et d'ailleurs, comment construire cette écoute bienveillante? Parce que l'écoute bienveillante n'est jamais spontanée. Donc il y a tout un protocole pour construire l'écoute bienveillante. Alors par exemple, c'est assez con, mais il faut une crèche, il faut trouver des modes de garde. Donc il y a une des copines ou une des filles du groupe qui ce soir-là n'assiste pas au groupe de parole et qui va garder les enfants de toutes les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amener un peu à manger parce qu'il y a certaines filles du groupe qui sont dans une grande précarité et qui n'ont pas mangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être là pour l'autre, pour les autres. Et avoir un ensemble d'actes, construire un ensemble d'actes pour matérialiser ça et effectivement construire dans la durée une écoute bienveillante. Donc encore une fois, c'est pas essentialiste, c'est pas quelque chose qui advient comme ça, c'est quelque chose qui se construit dans le groupe et avec les autres. Donc ça, je pense que c'est très important à redire, tellement il y a eu d'attaques sur le Consciousness Rising. Et puis c'est quelque chose que Judith Butler nomme la condition rhétorique de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe s'engage pour celle qui parle, et tout le monde parle chacune à son tour, à lui renvoyer l'idée que ce qu'elle dit, tout en étant personnel, parle des autres et est en train de produire, et est en train de construire un savoir. C'est-à-dire que personne, jusqu'à présent, ou très peu de femmes, avait écrit sur la condition de la femme au foyer. Donc, pour pouvoir penser, et même déjà nommer, ça arrive très tardivement, c'est le début des années 60 qu'on nomme
femme au foyer, hein, housewife. Avant, ça ne venait même pas à l'idée de nommer cette chose-là. Donc il y a l'idée aussi, à un moment donné, de faire apparaître, parce qu'on le nomme, quelque chose qui était diffus, qui était invisible, et qui était donc naturel, hein, de s'occuper des tâches domestiques en tant que femme. Donc c'est une activation de ce processus-là. C'est comment nommer des choses qu'on n'a pas encore nommées. Et si on les nomme, alors on peut les analyser. Et si on les analyse, alors on peut produire des savoirs. Et si on produit des savoirs, alors on peut agir. Et peut-être changer les choses. Donc c'est ça ce que nous dit Judith Butler autour de cette construction des groupes de Consciousness Rising, c'est la condition rhétorique de la responsabilité. Et ça, pour Alan Capro, je pense, c'est très important, cette question d'être responsable pour l'autre, ou de rendre les autres responsables pour le groupe. À tel point que, effectivement, il va y avoir un délaissement, un désintérêt de la part de Capro pour les grosses manifestations d'apnée. Capro se rend compte dans ces années-là que les années 60 lui ont été défavorables, d'une certaine manière, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de gossips. Comme les choses se passaient dans des appartements, c'était plus ou moins privatisé, les spectateurs, sûrement fiers d'y avoir participé d'une certaine manière, faisaient malgré eux circuler plein d'interprétations sur ce qu'ils avaient vu et sur ce qu'étaient les happenings. Et ça déplaisait beaucoup à Capro à la fin des années 60-70. Il trouvait que cette question de la rumeur avait, nous dit Jeff Kelly dans son livre, une aura d'infamie. Donc c'est vous dire à quel point c'est quelque chose qui le déplaisait. Et donc il était tiraillé parce qu'il avait vraiment envie que cette médiatisation, en quelque sorte, que ces rumeurs, que cette mythologisation des performances des happenings n'ait plus lieu. Donc il commençait à se demander si le format d'avoir des spectateurs était encore légitime, ou peut-être fallait-il y avoir que des participants. Peut-être fallait-il avoir des échelles plus intimes. Peut-être fallait-il donner une part plus importante, plus responsable aux participants. Et on voit là que d'un seul coup, les choses glissent du happenings aux activities. Alors évidemment, là je vous dis de manière résumée, donc ça vous donne l'impression que c'est quelque chose qui est immédiat, mais évidemment c'est lent et diffus, ça catalyse tout ça. C'est une espèce d'alambic. Bien, donc il y a cet intérêt pour la réception. Dire, c'est bien de produire des pièces en tant qu'artiste, mais peut-être qu'il manque quelque chose et il faut se poser la question en tant qu'artiste de comment les autres reçoivent mon travail et comment j'ai envie de créer quelque chose, une forme, une matrice, une plateforme pour que ça devienne aussi de l'art, un jeu de l'art, cette réception autour de ce que je propose. Et alors ça c'est une autre image de Consciousness Rising Group. Ça, c'est une anthologie que je vous recommande, qui a été faite par un groupe de San Francisco qui s'appelle les Red Stockings. C'est-à-dire, effectivement, c'était un nom qui voulait s'opposer à une autre image qui était vraiment déplaisante pour les femmes victoriennes, qui s'appelait les bas bleus. Et le bas bleu, quand on disait de vous que vous étiez un bas bleu en Angleterre, ça voulait dire que le fait d'être une femme intellectuelle vous rendait masculine, et cette masculinité faisait que vous perdiez en fait votre identité de femme. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la méfiance envers cette masculinisation par le choix de certaines femmes de devenir des intellectuels. Donc les Red Stockings, c'est vraiment un mouvement radical féministe qui essaie de créer à la fois un discours, mais aussi des images, des représentations. C'est toujours très important en politique et en éthique, la question des représentations, pour effectivement effacer toutes ces injures et toutes ces insultes. D'ailleurs, c'est intéressant de penser la question de l'insulte. Judith Butler l'a fait
Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait encore travailler aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est la Women House. Et peut-être que le protocole de Myriam Shapiro et Judy Chicago pour créer une bienveillance et une écoute, ça a passé par la rénovation de la maison. C'est-à-dire pendant des mois, en fait, les étudiantes en art n'ont pas fait d'art. Mais elles ont appris l'électricité, elles ont fait l'électricité, elles ont fait la plomberie. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elles ont rénové complètement la maison. Elles lui ont redonné, si vous voulez, une unité de maison qui marche, de maison qui fonctionne. Et cette question de l'autonomie dans la transmission, dans la mutualisation des savoirs, est extrêmement importante pour Judy Chicago et Myriam Shapiro. Et elles y voyaient là vraiment une dimension émancipative dans l'apprentissage du jeune artiste. Donc, je vais passer sur ça. Et j'arrive à cette pièce, qui est une pièce de 70 d'Alan Capro, qui s'appelle Publicity. Et effectivement, il est travaillé, comme je vous le disais, par tout ce qui vient d'émerger comme ça, et professionnellement, intellectuellement, intimement. Et donc, c'est dans le cadre d'un workshop qu'il mène avec ses étudiants de ColArts. Et puis, il y a Nanjun Peck aussi, d'ailleurs, avec lui. Et vous savez que Alan Capro a été à l'initiative de l'achat d'un matériel complètement high-tech à l'époque qui s'appelle la caméra porte-attaque. C'est génial parce que c'est la première fois qu'on peut emmener un matériel vidéo où on veut. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec une caméra et avoir un fil et on voit tout de suite ce que la caméra filme. Donc il fait acheter ça à CalArts et il dote les étudiants et les collègues de ces caméras. Et il les emmène dans des montagnes à Vasquez, qui sont des montagnes réputées, si vous voulez, pour leur dimension western. Il y a une espèce d'image comme ça, d'épinal du western. Et donc c'est très utilisé dans la publicité, dans le cinéma. Et justement, Capro choisit vraiment pour cette dimension fantasmagorique et aussi publicitaire, cet espace-là qui n'est pas un espace vierge finalement, qui est un espace qui est en pleine construction culturelle, en tout cas qui crée une espèce de construction culturelle à la fois dans le champ de la consommation et dans le champ du regardeur, du spectateur. Il leur fait rassembler des bouts de bois, il constitue des équipes, c'est drôle parce que quand on les regarde aujourd'hui, il y a un petit côté les Indiens et les cow-boys, et il leur demande en fait juste d'assembler ces bouts de bois, de créer un assemblage, de créer une sculpture, et puis de se filmer en même temps qu'il crée cet assemblage et d'observer par l'écran de contrôle ce qui se passe. Donc il y a l'idée d'une action et il y a l'idée d'un film en simultanéité qui est fait sur ce que vous faites et l'idée d'observer ce que vous êtes en train de faire, les autres et vous-même. Et ce qui intéresse Capro, en fait, c'est l'étude, l'observation de comment la caméra, de comment le film de la caméra va avoir une incidence sur les dynamiques de groupe. Comment ça va avoir un impact sur le leadership. Comment ça va transformer à un moment donné l'équilibre du groupe. Comment ça va créer des conflits, ou au contraire, les résoudre. Et comment finalement ce feedback de la caméra a une influence dans les activités et les participants de ces ateliers pédagogiques. Encore une fois, il s'agit d'un workshop, il ne s'agit pas d'une pièce. Et là, je trouve que Jeff Kelley dit aussi une autre chose assez intéressante. Hier, on a vu avec Judith que Capro s'était intéressé aussi à cette question de la télévision, la réception, du feedback, de l'écho avec la télévision. Aujourd'hui, on voit avec la caméra porte-attaque. Et il y a une autre chose qui est très importante comme ça dans l'idée de synchronisation avec son temps, c'est que la télévision va avoir une influence très importante sur les marches politiques, sur les marches
de protestation contre la guerre du Vietnam, sur les marches pour réclamer les droits des Afro-Américains. Et là où avant la télévision enregistrait ce qui se passait pour ensuite le diffuser dans l'espace privé, des foyers, des gens qui regardaient la télévision, eh bien, Capro observe avec intérêt que les caméras vont changer de place, qu'il va y avoir des stratégies de la part des caméramans pour se mettre à tel et tel et tel endroit, et que donc les marches publiques, les protestations publiques, les actions publiques ont modifié la manière de faire de la télévision. Donc il y a vraiment eu un impact entre l'espace, ce qui se passe dans cet espace, et la technologie qui est une espèce d'écho. Donc c'est dans ce prolongement-là, en fait, que Capro utilise la caméra, et à aucun moment il n'a envie de créer du document, il n'a envie de créer une source comme ça d'attestation de ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pour travailler ensemble. Alors, dans ce sens-là, il dit quelque chose dans les années 82 qui m'ont, toujours dans ses entretiens avec Moroff et Suzanne Hessy, qui moi m'a beaucoup émue. C'est sur ses activités pédagogiques et ses collaborations avec ses collègues. Et rétrospectivement, il va leur donner un autre statut que ce qu'il pensait qu'elle pouvait avoir dans son travail. Il va leur donner un statut séminal, de semence dans son travail, un statut premier dans l'expérimentation de Capro. L'idée était de me concentrer sur un aspect jusqu'alors marginal de mon travail créatif, notamment les expériences que j'avais faites au fil des ans, à titre privé, avec mes collègues et amis, mais auxquelles je n'avais pas attaché beaucoup d'importance. Après tout, la grande partie de mes pièces ont été commandées par des universités, des galeries d'art, des musées, des institutions culturelles. Dans mon travail privé, néanmoins, je fondais mes pièces sur les circonstances spécifiques à chaque situation, ce qui donnait des œuvres d'art qui n'étaient pas personnelles, chose inconcevable dans le domaine du mécénat traditionnel. Elles étaient, comme je m'en suis aperçue après réflexion, les plus artistiques dans la mesure où elles étaient délivrées des contraintes institutionnelles et critiques. Il me semblait alors que cette partie de ma carrière était plus importante que je ne le pensais, car dans ces nombreuses pièces c'est dans ces nombreuses pièces que se trouvent les clés de quelques-unes des racines de mon art participatif, ainsi que la source d'une grande partie de son innovation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on percevait, en tout cas que moi je percevais, l'importance du travail pédagogique chez Capro, mais peut-être que jusqu'à présent, jusqu'à ce que je fasse ces recherches, je n'avais pas compris encore vraiment les rouages, les conséquences et les dynamiques. J'espère qu'aujourd'hui, voilà, ça crée une espèce de pot commun où on peut discuter de ça à travers quelques exemples que j'ai choisi de prendre. Et maintenant, pour conclure, peut-être je vais revenir sur ma question de départ, cette idée du mot contrarié. Vous savez, j'ai peut-être plus parlé du mot féminisme que l'idée du mot contrarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que Judy Chicago et Alan Capro n'étaient pas en très bons termes, voire pas en bons termes du tout, et qu'il y avait beaucoup de conflits entre eux, notamment de la part de Judy Chicago parce qu'elle a une personnalité très passionnée, on va dire, et aussi parce que l'esthétique, vous l'avez un peu vu tout à l'heure, de la performance féministe telle que la Women's House le faisait, n'était pas du tout la tasse de thé d'Alan Capro. C'était trop théâtral pour lui. Et puis il y avait une dimension baroque, comme ça, dans l'usage des matériaux et des couleurs qui ne correspondaient pas du tout à son travail. Par contre, le protocole, et ce protocole qui était de transformer la tâche domestique, c'est-à-dire cette vision marxiste
du travail, c'est la division dans le travail, en tâches performatives, en tasks, me dirait Yvonne Rainer et Anne Alprin. Ça a été quelque chose de très important pour Alan Capro. Et ça aussi, c'est très important, on le voit ici dans Publicity, et ensuite dans son intérêt pour les activities. Alors, même si on peut reconnaître toujours à Judy Chicago, et moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la dimension d'empowerment, d'agency, on l'a vu un petit peu aujourd'hui dans la pédagogie de Judy Chicago, un peu de Myriam Shapiro, il y a quand même une idée dogmatique de changer le monde qui ne convient pas du tout à Alan Capro. Et peut-être que la phrase de Cage, au vu de ce qu'on vient de dire, pourrait être entendue de manière différente. C'est peut-être pas tant la première partie qui nous concerne, changer le monde, pourquoi changer le monde, mais cette question du pire. Peut-être que c'est ça qu'il faut éclaircir, c'est la question du pire. Et Alan Capro, en fait, avait peur, et je pense qu'il a raison, de la question du dogmatisme, de la ferveur, de l'idéologie, de la vérité, et de cette idée qu'à un moment donné, il y a une toute-puissance chez les révolutionnaires. Et effectivement, il y avait un peu de ça chez Judy Chicago, cette idée qu'à un moment donné, il y allait avoir une table rase et puis un renouveau. Et donc, peut-être que cette crainte, elle n'est pas apolitique, mais elle est tout simplement politique. Et peut-être qu'en ce sens, je pense, Alan Capro, profondément proche de Michel Foucault, à la fin de sa vie, quand il est atteint du sida et qu'il écrit ce 3e opus sur les usages du plaisir. Et lui aussi, il s'est toujours méfié des marxistes, des existentialistes, même des révolutionnaires de 68. Il les a critiqués, cette idée de « faites l'amour, pas la guerre ». C'est quelque chose qu'il a largement commenté dans les histoires de la sexualité. Et donc, il y a vraiment cette idée de poser, peut-être encore aujourd'hui, la question de c'est quoi cette ascèse de soi, cette pratique de soi, cette technologie de soi, et comment, en tant que jeune artiste, jeune commissaire, intellectuel, on peut encore réactiver ces questions-là. Voilà, je vous remercie.